Bonjour à tous, le grand débat national en Bourgogne, au cœur de cette édition spéciale sur France 3 Bourgogne, France Bleu Bourgogne et France Bleu Auxerre. Le service public porte ce débat à la radio et à la télévision aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui se dit sur notre territoire et entendre la parole des citoyens qui participent ou pas d'ailleurs, parce que ça arrive aussi, à cette initiative lancée par le président de la République. Inégalité territoriale, fracture sociale, avenir des services publics, décentralisation, démocratie locale. On en débat avec nos invités. Thomas Nougaillon aujourd'hui. Oui, notre premier invité, c'est Thierry Falconet. Bonjour Thierry Falconet. Bonjour. Alors vous êtes le maire socialiste de Chenôve, dans l'agglomération dijonnaise. Vous avez organisé 4 grands débats déjà. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez forcément ce qui se dit, la façon dont c'est fait. Expliquez-nous justement votre positionnement par rapport à ces grands débats. La position de la majorité municipale à Chenôve, c'est nous sommes organisateurs critiques de ce débat national. Nous avons choisi une forme de 4 réunions déconcentrées, donc dans 4 lieux différents de la commune pour permettre à l'ensemble des habitants d'y participer en proximité. Et nous avons écrit à Monsieur le Préfet en lui exprimant la position de la ville, la position de la majorité municipale, à savoir nous saisissons l'occasion qui est offerte aux citoyens de s'exprimer. Donc nous jouons le jeu du grand débat national, mais nous émettons des critiques. D'abord sur le fait que l'État nous demande d'organiser un débat sans nécessairement s'occuper des conditions matérielles. Par exemple, mise à disposition de locaux, de personnels municipaux, les moyens de transmission de la parole citoyenne à l'État. Et puis ensuite sur le fond, c'est-à-dire ce grand débat, très bien, il a lieu partout en France, mais demain, qu'en sera-t-il? Y aura-t-il des réponses concrètes? On va y en parler dans l'émission, évidemment. Absolument. Deuxième invité, c'est Vincent Chauvet. Bonjour Vincent Chauvet. Bonjour. Alors vous êtes le maire MoDem d'Autun, vous appartenez à la majorité présidentielle. Vous allez organiser un grand débat, ce sera mi-février. Le président de la République est venu cette semaine à Autun. Il s'est entretenu avec les jeunes, la jeunesse qui était un petit peu, on ne va pas dire l'oublié des grands débats, mais enfin on sent que les jeunes ont du mal à se mobiliser autour de ces grands débats. Absolument. Et le président de la République a rencontré 1000 jeunes qui lui ont posé toutes leurs questions pendant plusieurs heures. Et on pouvait se demander justement comment allait s'inscrire cette jeunesse dans le grand débat. On ne les a pas forcément trop vus remplir les cahiers de doléances. On ne les a pas forcément trop vus manifester. On pouvait se dire qu'ils étaient plus sur une mobilisation numérique, voire sur pas de mobilisation du tout, parce qu'ils ont aussi leurs activités, leurs préoccupations. Et finalement, ils ont répondu présent avec un très haut niveau de qualité, d'écoute et aussi de questionnement. C'était tout à fait intéressant. Et nous-mêmes, nous allons organiser, et c'était prévu déjà avant, le 16 février à 14h à la salle de l'Hexagone à Autun, un grand débat ouvert à l'ensemble des maires du territoire. Moi, je suis un maire évangélisateur du grand débat. Il y a les maires plutôt favorable. Absolument. Il y a les maires qui sont totalement opposés, qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a les maires facilitateurs qui mettent à disposition des salles pour ceux qui veulent organiser. Il y a les maires organisateurs critiques, il y a les maires organisateurs convaincus. Moi, je suis un maire évangélisateur, c'est-à-dire que je vais voir mes collègues pour leur dire c'est intéressant de s'inscrire dans cette démarche, pour leur dire il y a plus d'opportunités pour vous en tant qu'élus locaux et pour votre population que de quoi apprendre. On n'est pas dans des réunions de quartier, on est dans une démarche globale. De leur dire aussi qu'à un an des élections municipales, ce serait une faute peut-être de ne pas écouter leurs concitoyens, qu'on pourrait leur reprocher après, et donc essayer de convaincre. Et avec Sébastien Lecornu, je fais un peu le tour des popotes pour que les grands débats se multiplient. Merci Vincent Chauvet, on y reviendra. Et puis notre troisième et dernier invité, c'est Léo Coutelec. Vous êtes enseignant-chercheur. Bonjour Léo Coutelec, vous êtes universitaire, vous êtes passionné par la démocratie participative, la démocratie citoyenne. Vous êtes inscrit dans cette démarche il y a déjà, je crois, 10 ans. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, vous ? Ce qui me plaît, c'est quand les habitants, les citoyens, finalement les gens ordinaires reprennent la main par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avec une visée effectivement de changer leur existence concrètement. Parce que je crois que ce que le mouvement des Gilets jaunes a montré, c'était cette envie-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis très sceptique par rapport au grand débat, pour
Vous n'êtes pas forcément grand débat là. Parce que ça vient pas de la base. Parce que d'une part, c'est une grande opération de communication présidentielle, on le voit. Disons que les moyens de l'État sont mis au service du sauvetage d'un pouvoir qui est aux abois. Et ça, le mouvement des Gilets jaunes, dans sa majorité, n'a pas été dupe. Alors voilà, on voit que les moyens de communication sont mis pour essayer de contrer cette idée-là, mais elle est réelle. Moi, je le vois à la base. Nous, il y a très peu de gens qui sont enthousiasmés par ce grand débat. Vous êtes quand même allé voir ce qui s'y passait, vous? Moi, j'y suis allé. Je suis allé dans une réunion où on a voté à la fin si ce qui avait été dit dans cette réunion serait mis dans le cadre du grand débat ou pas. J'ai trouvé la démarche assez intéressante. Moi, j'ai voté contre. Je ne suis pas contre le fait que des maires ou des conseillers départementaux ou régionaux organisent des réunions localement. C'est ce qu'on demande depuis tellement longtemps. Ce que je remets en cause, c'est la structure globale et le rapport de force politique dans lequel s'insère ce grand débat. L'impression que l'on a, c'est qu'on cherche à domestiquer cet élan populaire de reprise en main politique qui est né maintenant depuis 2 mois. Et c'est contre cette domestication que l'on se bat. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que un grand débat, une des conditions démocratiques, c'est qu'on en connaisse l'issue. Ici, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, quoi, en fait. Ce que ça va donner et comment vont être hiérarchisées les propositions. Parce que les propositions, elles sont très hétérogènes. Et validées elles sont par qui, comment, validées par qui? On a quand même l'impression que c'est pour gagner du temps et pour un petit peu ralentir la mobilisation populaire en cours. Voilà. On va y revenir, bien sûr, sur les modalités, l'éventuel référendum qui pourrait être issu de ce grand débat ou pas. Alors, que s'est-il dit en Bourgogne depuis le début de ce grand débat? Je vous propose quelques éléments et moments captés par nos équipes, résumés par Hélène Lecomte et Michel Gillot. Saint-Désert, 19 janvier. Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, vient présenter ses vœux aux élus de son parti. Les Gilets jaunes profitent de l'occasion pour s'exprimer. Aujourd'hui, l'argent, vous le trouvez, 457 niches fiscales. Il n'y a rien sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur les retraites. Pouvoir d'achat, justice fiscale, retraite, ces sujets reviennent inlassablement. Ce jour-là, si Stanislas Guérini discute avec les Gilets jaunes, le député Robert Ott lui refuse. On est sur un aréopage d'extrémistes qui essayent de déstabiliser la République. Alors moi, je veux bien recevoir des gens dans des formes républicaines, mais je ne le ferai certainement pas sur le champ de foire. Les députés nous méprisent. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pour ça. C'est pour ça. Même les députés, comment voulez-vous qu'un président nous écoute si c'est sbire, il ne nous écoute pas? Autre lieu, autre contexte. Cette fois-ci, le débat est prévu et organisé. À Dijon, une centaine de Gilets jaunes exposent leurs doléances à 4 parlementaires de La République En Marche. La réponse qui a été donnée sur le SMIC, c'est une prime, c'est pas une augmentation du SMIC. Pour trouver des mesurettes, pour nourrir les pauvres gens, vous faites les fonds de tiroir des gens moyens. L'aéroport de Paris l'année prochaine, et puis quoi encore? On va privatiser la justice, on va privatiser les hôpitaux. Je ne comprends pas comment vous pouvez vendre nos biens, ce qui rapporte à coup sûr. Sur le SMIC ou la privatisation des biens publics, la parole est claire, tranchante. Par comparaison, celle des élus peut sembler convenue. Didier Martin. Je crois qu'il est possible de faire vivre et la démocratie représentative et une expression directe de nos citoyens. Démocratie, représentative et citoyenneté, c'est le thème choisi par la députée La République En Marche, Perrine Goulet. À Saint-Loup, dans la Nièvre, elle a organisé ce débat auquel participent 80 personnes. J'ai envie d'entendre pour construire, savoir ce que les gens veulent pour la France de demain. Parce que voilà, on est à mon avis à un tournant d'une société et il faut l'entendre et voilà, réfléchir ensemble. Si je donne mon vote et si je donne la responsabilité à quelqu'un de me représenter, il faut qu'il y ait des comptes à me rendre et pas une fois tous les 5 ans. 2 mois et demi après le début du soulèvement des Gilets jaunes, on est très loin des 80 km/h ou du prix de l'essence. Il se passe effectivement quelque chose d'important. Alors on l'entend bien avec ce reportage. Ce qui a mis le feu aux poudres au départ, c'était le prix du carburant, la baisse du pouvoir d'achat, enfin le sentiment qu'en ont les gens. Une partie de la population se sent véritablement prise à la gorge. Vincent Chauvet, est-ce que c'est aussi ce qui remonte chez vous, à Autun, quand vous discutez avec vos administrés ? Absolument, il y a des questions que ça dure aujourd'hui encore de pouvoir d'achat indéniable, il y a des questions aussi de territoires qui se sentent oubliés, qui se sentent méprisés, un sentiment parfois plus qu'une réalité qu'il est important d'exprimer. Et pour moi, ce grand débat, loin de domestiquer un mouvement populaire, peut essayer de le structurer. Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire ce que veulent les Gilets jaunes ?
il n'y a pas... Il y a quand même des thématiques qui remontent. Puis peut-être qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a d'autres citoyens, d'autres formes de citoyens. On voit dans les réunions et dans les grands débats des personnes beaucoup plus larges que simplement ceux qui s'étaient mobilisés. Mais il est important, face à ce mouvement social d'ampleur, de trouver des revendications, de faire remonter des thématiques, parce que les manifestations pour les manifestations, les blocages pour les blocages, ça n'amène rien. Et pour que ce soit constructif, ensemble, c'est important d'avoir des débats. Léo Coutelec, structuré, vous comprenez le fait qu'on n'a pas vraiment de porte-parole dans ces mouvements. C'est compliqué d'avoir des interlocuteurs et de fédérer un peu pour remonter les idées, c'est ce que vous dites. Que ce mouvement soit insaisissable, je le concède et c'est sa force. Que ce mouvement ne soit pas structuré et ne soit pas en train de s'enraciner sur les territoires, ça c'est faux. Nous avons créé, nous récemment, dans la vallée de l'Ouche, pas très loin de Dijon, une assemblée populaire territoriale, faisant suite à l'appel qui a été lancé par des groupes de commercy, par le groupe de commercy. Ça a été peu médiatisé, mais il y avait quand même 75, voire 100 délégations de ronds-points, d'assemblées locales, de gilets jaunes partout en France, qui ont débattu sur un week-end, c'était 400 personnes, pour précisément dire ce mouvement, il doit gagner en cohérence et il doit se structurer par lui-même et pour lui-même. Et donc se créent maintenant, depuis plusieurs semaines, des assemblées populaires territoriales, se créent des maisons du peuple. Ça ressemble à un grand débat, mais créé par les citoyens, quoi. Si vous voulez, quand on pose comme condition du grand débat que les deux revendications majeures du mouvement qu'il a fait émerger ne seront pas discutées, une sur la justice fiscale, qui est le retour sur la suppression de l'USF, ça non, on n'en parle pas. Ça, plus la flat tax, c'est quand même 5 milliards, 40% du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je sais de quoi je parle. Et le deuxième, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça non plus, on n'en parle pas. Alors, c'est vrai ou c'est faux, ça ? La question de la justice fiscale est au centre. Et il n'y a pas que tel dispositif ou tel dispositif. Vous en parle ? Il y a 2 ans, 3 ans, il y avait l'ISF. Est-ce que le monde était plus beau ? Est-ce qu'il y avait moins de SDF ? Vous savez bien que c'est une mesure symbolique. Peut-être, mais en tout cas, la question de la justice fiscale est un vrai thème du grand débat. Et la question du référendum, qu'il soit d'initiative partagée, populaire, d'initiative présidentielle, est aussi un vrai thème. Et étant sur Arroux, le président a également dit qu'il croyait à l'expression démocratique directe et au référendum. Et moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus et partisans de la concrétisation de ces grands débats par un référendum à choix multiples au moment des européennes. Ça pourra vraiment permettre entendre et écouter les revendications des citoyens et sur des vrais points et pas seulement de se réunir sans programme, sans but précis, mais de structurer le débat politique. Thierry Falconet, est-ce que dans les débats que vous avez vécus déjà du côté de Chenôve, dans l'agglomération dijonnaise, vous avez entendu ces questions qui remontent et est-ce qu'on a le droit de les aborder dans le grand débat ? Bien sûr, on a le droit de les aborder dans le grand débat. Le grand débat national donne un cadre et ensuite les citoyens sont libres, la parole est libre. Moi, je dirais il y a 3 positions qui se dégagent. Vous avez des gens qui viennent se défouler, voilà, exprimer leur colère, voilà, de manière impulsive. Ils viennent dire au président de la République, au gouvernement, aux élus qui organisent ces débats, voilà, on en a marre, on n'en peut plus. On n'en peut plus des fins de mois qui commencent le 15, voire des débuts de mois qui n'existent pas pour nous parce que voilà, on est dans l'extrême difficulté. On n'en peut plus effectivement de la taxe carbone après nous avoir dit acheter du diesel. On n'en peut plus, notamment les classes moyennes. Parce que les très pauvres, par exemple dans un quartier politique de la ville comme à Chenôve, on n'a pas de gilets jaunes. On en a quelques-uns, mais dans les quartiers les plus résidentiels. Là, on est sur le constat, et tout le monde va partager, quelle que soit d'ailleurs la position ou le bord politique, tout le monde va partager le constat et les difficultés de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là sont uniquement dans la démarche de parler de leurs problèmes, ou est-ce qu'ils apportent aussi des solutions ? Alors, il y a une deuxième position qui est celle de gens qui viennent en ayant préparé les choses, c'est-à-dire... sur les différents thèmes fixés par le président de la République et sur d'autres, viennent avec des propositions très concrètes. Voilà. Vous en avez des intéressantes, justement, qui vous remontent ? Par exemple, là, la flat tax, ça revient. Le rétablissement de l'ISF, et c'est pas parce que Chenôve est une mairie dirigée par un socialiste qu'ils le disent, mais comme mesure emblématique de la justice fiscale
et je suis un petit peu en désaccord avec mon collègue, je pense effectivement que la politique, c'est des actes concrets, mais c'est aussi de la symbolique. Et puis, je voudrais répondre à M. Kotelek sur la question de ces assemblées populaires citoyennes et de ces maisons du peuple. Les maisons du peuple, elles existent, ça s'appelle les mairies, ça s'appelle les hôtels de ville. Et je pense que ce que vous dites, c'est significatif de la disparition et du mépris des corps intermédiaires par le gouvernement et par le président de la République. Parce que les citoyens aussi, et ça c'est la troisième position, c'est de dire on vient écouter, mais on n'y croit pas. Et ça c'est terrible, parce qu'ils font état de leur défiance complète vis-à-vis de la politique, alors pas vis-à-vis des élus locaux, parce qu'ils le disent, les élus locaux sont là, on les connaît, ils vivent avec nous, ils savent ce que c'est que notre vie, ils nous écoutent, parce qu'on est sur le terrain. On a aussi mis en place des dispositifs de consultation, de participation citoyenne. Moi, j'ai fait, avec mes collègues à Chenauve, on a fait plus de 80 réunions, permanences de quartier, visites de quartier. On va y venir. Et les gens nous en remercient. On va y venir à la participation citoyenne, mais peut-être Léo Kotelek sur la mairie, maison du peuple, et le rôle des élus de proximité, puis ensuite Vincent Chauvet qui veut réagir également. Il est certain que les élus de proximité ont un rôle à jouer dans cette histoire, et il est évident que toute tentative de reprise en main démocratique passe par une réappropriation spatiale et temporelle. Ça, c'est évident. Alors, réappropriation spatiale, ce mouvement l'a bien montré, il est dans la lignée du mouvement des places. Il a été d'abord l'expression de reprendre l'espace public par les ronds-points, tous les samedis par l'espace public, la rue. C'est parce qu'il y a quand même un sentiment de désappropriation. Bien sûr qu'il existe des mairies, mais les citoyens ont quand même l'impression que ces mairies sont surtout des outils de gestion, parfois de bonne gestion, parfois de mauvaise gestion, selon où l'on se place, mais pas des outils pour donner aux citoyens les conditions d'une réappropriation politique de leur existence concrète. Quelle mairie a mis en place, alors que le Code des collectivités territoriales le permet, des référendums d'initiative locale? Voilà, c'est très bien. Non, consulter, c'est pas la même chose. Moi, je crois que là, il y a justement un quiproquo. Vous dites le référendum, c'est les citoyens qui décident. C'est-à-dire qu'après, il faut appliquer. D'initiative locale, moi, c'est pas ce qui est important, c'est pas le RIC ou le référendum d'initiative locale. Ce qui m'intéresse, c'est les conditions qui seront créées du débat politique au préalable. Et ça, il me semble que les gens aujourd'hui se sentent dépossédés des décisions qui les concernent tous les jours. Donc, c'est cette reprise en main concrète par des dispositifs concrets qui fera que demain, les gens retrouveront le goût à la décision, retrouveront le goût à la politique. On va reparler de démocratie locale dans un instant. Vincent Chauvet, vous vouliez réagir à ce que disait Thierry Falconet et certainement aussi à ce que disait Léo Kotelek. Absolument, et on voit qu'il y a un double effet à ce grand débat. D'une part, l'effet expression, les gens s'expriment et ont des choses à dire, et les ont soit spontanément, soit les ont préparés, mais ont des choses à dire. Et le deuxième, c'est l'effet écoute. Ce qu'on a entendu, c'est effectivement que le gouvernement, peut-être, le président de la République, peut-être, n'était pas assez à l'écoute. Et que là, on est dans une phase d'écoute. Quand on regarde les sondages sur ce que veulent les citoyens par rapport à leurs élus, avant l'emploi, avant l'environnement, avant la sécurité, c'est être à l'écoute. Et ça, je pense que ce grand débat, c'est aussi une grande écoute des Français. Et puis, pour ceux qui se mobilisent, pour ceux vraiment qui ont des idées, des propositions, d'autres modes de gestion, le mouvement des places, il a abouti à quoi en Espagne ? Au fait que les indignados ont pris, par exemple, la mairie de Barcelone, se sont présentés et ont géré une collectivité, une communauté humaine, avec un mode de gestion peut-être plus participatif, peut-être moins rigoureux. Mais en créant ou en s'associant à des partis politiques. Mais en prenant le pouvoir, en s'organisant comme ils voulaient dans les élections. Dans un an, il y a des élections municipales. Ce serait très bien que ceux qui aujourd'hui sont en train de s'organiser proposent ce qu'ils veulent faire et mettent en place des référendums locaux, prennent des mairies. Alors, dans le cadre de ce grand débat, France Bleu a lancé une vaste consultation sur son site internet, Thomas. Oui, absolument. C'est évidemment la question des services de proximité qui est au centre de cette consultation, une consultation ouverte sur le site francebleu.fr. Alors justement, quels sont les premiers enseignements de cette consultation citoyenne? Réponse tout de suite avec Denis Souillard. Eh bien, vous êtes plus de 5000 à nous avoir écrit et l'organisation de l'État et des services publics fait évidemment partie de vos propositions. Il y a d'abord toutes vos remarques qui concernent la santé,
et le milieu hospitalier. Héloïse avance des solutions pour lutter contre la désertification médicale, notamment des dispensaires itinérants. Sur francebleu.fr, Marcel nous a écrit pour multiplier les maisons de santé en milieu rural. Muriel demande aussi simplement plus de moyens pour le milieu hospitalier. Les services publics de proximité, c'est aussi la mobilité pour vous. Et Géraldine propose plus de transport collectif en milieu rural. Bénédicte réclame plus de pistes cyclables en milieu urbain. Et Christophe, lui, aimerait aussi être connecté et demande le développement d'Internet en zone rurale. Alors, on voit que parmi les questions, Thierry Falconet, il y a la question des services publics en général. Alors, on parlait du rôle des maires, de la place des mairies. Ce sont aussi des services publics, en quelque sorte. Et souvent, elles supplèent l'absence de services publics par moment dans certains coins, que ce soit d'ailleurs les banlieues comme chez vous ou le périurbain ou carrément le rural. Est-ce que ce sont des questions qui ressortent et lesquelles ? Bien évidemment, la question du service public et du service public de proximité et de qualité ressort des débats, mais elle ressort de nos préoccupations quotidiennes. J'ai entendu tout à l'heure, les maires sont d'abord des gestionnaires. Il nous arrive aussi d'avoir des visions politiques et d'avoir des programmes politiques. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a quand même des élections et régulièrement, les citoyens sont appelés à nous sanctionner ou à valider nos politiques locales. Donc la question de la santé, la question de la sécurité, la question de l'emploi, quel grand service pour accompagner les demandeurs d'emploi dans une ville comme Chenôve, quand vous avez sur un quartier politique de la ville près de 30% de chômeurs, c'est un vrai problème, de demandeurs d'emploi. La question de la sécurité et de la tranquillité publique, avec quand même des politiques de casse de la justice et de la police, c'est-à-dire la sécurité de nos concitoyens, avec là aussi les maires qui se substituent à ces carences en recrutant des policiers municipaux, en mettant en place des politiques de tranquillité publique. La question de la santé dans une ville comme Chenôve, avec de plus en plus de poids des grands secteurs privés qui, d'une certaine manière, prennent le domaine de la santé avec des politiques gestionnaires et des politiques d'actionnaires. Ça, ce sont des questions qui reviennent effectivement et que nous vivons, nous les maires, au quotidien. Alors assez différentes quand même. En place assez différentes dans l'Autunois, j'imagine. Absolument. Enfin, il y a toujours ce lien au service public qui reste très fort avec les Français, mais qui est distendu, quoi. Avec le service public, mais plutôt que la défense d'un service public ou de l'État ou des collectivités locales, les Français, les habitants de l'Autunois, les Morvandiaux ont envie de vivre mieux et d'assurer un avenir à leurs enfants. On voit par exemple que les thématiques qui ressortent, c'est peut-être un peu moins l'emploi, nous, mais beaucoup plus le recrutement. Les entrepreneurs qui disent comment je vais faire pour recruter, je refuse des chantiers parce que je ne peux pas recruter. Pour les jeunes qui se forment, est-ce que l'agriculture a un avenir? Est-ce que le nucléaire a un avenir? Est-ce que là où je veux créer mon entreprise, où là je suis en train de me former, on va continuer à avoir des usines ou des activités dans ce domaine sur les 20 prochaines années? On est sur une question, la question de la thématique du monde rural qui parfois ne trouve pas trop sa place et un peu écrasé par des métropoles, à des problèmes de transport. Quand on ne peut plus acheter depuis le 1er janvier sa navette à Autun ou Paray-le-Monial pour la gare TGV parce que la région ne permet plus, des choses comme ça. Quand on a des BTS qui sont refusés, des CAP qui ferment, on se sent un peu méprisé. Et c'est ce genre de thématique qui remonte. Et je pense que c'est aussi aux autres échelons et au niveau de la décentralisation qu'on peut faire davantage de progrès pour redonner du sens au milieu rural. Léo Coutelec, 3 minutes d'émission, je vous le dis, pour que vous sachiez qu'on arrive bientôt au terme. Mais je trouve que là, on est typiquement dans les ambiguïtés du grand débat. Évidemment, qui voudrait moins de services publics en milieu rural? Qui voudrait moins d'infirmières? Qui voudrait qu'il n'y ait pas des agriculteurs qui s'installent? Qui voudrait qu'il n'y ait pas des maternités plus localement, etc. Mais comment on fait, en fait? Mais c'est une évidence. Mais le problème, il faut de l'argent. Ce que les gens disent, c'est une colère contre un gouvernement qui défend un système économique qui va à l'inverse de ça. C'est-à-dire que le grand débat, c'est un piège idéologique. C'est-à-dire qu'on peut discuter de ce qu'il y a à l'intérieur du verre, mais surtout, on ne discute pas de la façon dont le verre il est fabriqué. On ne discute... Vous dites qu'il faut changer nos institutions, notre façon de... Il faut remettre à plat un pouvoir qui n'a pas de légitimité. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent il faut baisser les impôts, mais on veut plus de services publics? Ça paraît pas antinomique? Mais bien sûr que non, c'est pas antinomique. C'est une question de répartition des richesses. L'impôt sur le revenu, il faut qu'il soit plus progressif. Les 5 milliards de cadeaux qu'on a donnés aux riches avec la flat tax et la suppression de l'USF sur les dividendes, cet argent-là,
Vous ne croyez pas qu'il peut servir pour des postes d'infirmières? Vous ne croyez pas qu'il peut servir pour des contrats aidés dans les associations? Parce qu'on parle des services publics, mais le rôle des associations localement, à qui on a réformé le contrat aidé, ou en tout cas qu'on l'a rendu tellement difficile que cette année, il y a à peine un quart des demandes de contrats aidés qui sont faites. Ça, c'est du concret. Donc c'est une question de répartition des richesses et de volonté de changer le cadre ou pas. Vincent Chauvet, c'est une vraie répartition des richesses. Léo Coutelec, vous abondez dans son sens? Moi, je comprends qu'il ne s'inscrive pas dans le grand débat parce qu'il veut changer radicalement de modèle de société. Il veut détruire la société dans laquelle on est. Il n'accepte pas le modèle républicain de gouvernance. Non, peut-être un autre type de société. Il ne se reconnaît pas dans cette société. Détruire, c'est peut-être un peu fort quand même. En tout cas, le grand débat ne remettra pas en cause les principes généraux de la démocratie française. On pourra aller vers des types 6e en République, mais vous ne vous reconnaissez pas dans le pouvoir politique tel qu'il est. Le président de la République a été élu, il sera président de la République jusqu'en 2022. Au moins. Et donc c'est blanc-seing. Ça ne permet pas. Et donc non, mais il est président de la République et on aura toujours. Nous dites qu'il faut un référendum. Après ce grand débat, il faut un référendum. On n'accepte pas la 5e République et les institutions de notre démocratie. Si référendum il y a, il ne doit pas être un référendum à choix multiples comme c'est proposé sur des petites mesurettes. Vous voulez la démission du gouvernement. Sur quelque chose de structurel. Vous voulez la démission de Macron. On a compris que vous n'étiez pas d'accord. Merci à tous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci Thomas. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur France Bleu et France 3.